Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Pour bien commencer la semaine, à nouveau, pensez à partager cette émission, à laisser vos commentaires et bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air. Au programme ce soir, retour sur la décapitation du professeur à Conflans-Sainte-Honorine par un réfugié tchétchène vendredi soir. Une nouvelle attaque islamiste qui met la scène politique en ébullition. Le nœud du problème est quant à lui toujours savamment évité. Également au sommaire de ce journal, le point sur le Covid-19 en Europe et dans le monde, alors que les Français s'apprêtent à vivre leur 3e soirée de couvre-feu. Où en est l'épidémie? Réponse dans quelques instants. Et puis nous partirons aux États-Unis pour suivre la campagne présidentielle. À 2 semaines du scrutin, Donald Trump enchaîne les meetings et les sorties médiatiques. Retour sur l'assassinat du professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier. Samuel Paty a été décapité par un réfugié tchétchène après avoir montré des caricatures de Mahomet pendant un cours. Résumé des faits. Vendredi 16 octobre, la journée se termine au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines quand Abdullah Anzorov, un réfugié tchétchène de 18 ans, s'adresse à des élèves devant l'établissement. L'homme souhaite savoir qui est le professeur d'histoire-géographie répondant au nom de Samuel Paty. Une fois renseigné, il s'élance sur lui et le poignarde, puis le décapite. Samuel Paty avait 47 ans. Cette scène dramatique prend ses racines quelques jours auparavant. Le 5 octobre dernier, l'enseignant délivre un cours sur les contours et limites de la liberté d'expression à sa classe de 4e. Une heure qui vraisemblablement scellera son destin tragique. Samuel Paty décide pour illustrer son propos de montrer à ses élèves 2 caricatures de Mahomet, une du magazine Charlie Hebdo et un autre dessin où l'effigie du prophète est croquée, une étoile dans l'anus, avec le sous-titre « Une étoile aînée ». Conscient de la portée de ces dessins, Samuel Paty aurait au préalable proposé à ses élèves musulmans de se cacher les yeux ou de sortir dans le couloir pour ne pas être choqués. Une précaution visiblement insuffisante puisque dès le lendemain, une mère d'élèves alerte la direction du collège. C'est ensuite un autre père d'élèves, Brahim Chnina, qui dénonce un climat d'islamophobie et lance un appel à la mobilisation sur Facebook. Il exhorte les gens qui le suivent à écrire au CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, souvent décrié pour ses liens troubles avec les frères musulmans. L'homme, dont la demi-sœur a rejoint l'État islamique, se rend à la police avec sa fille pour déposer plainte contre l'enseignant pour diffusion d'images pornographiques. Des appels menaçants sont enregistrés par le collège, lequel réagit en alertant l'académie. L'équipe intitulée « Valeurs de la République » du rectorat se rend au collège pour rencontrer le professeur et l'équipe pédagogique. Le 8 octobre, Brahim Chnina se rend au collège accompagné d'un certain Abdelhakim Sifrioui, un homme fiché S et répertorié parmi les personnes radicalisées. Les 2 individus réclament le renvoi de Samuel Paty. Le soir même, Brahim Chnina diffuse une vidéo dans laquelle il donne le nom du professeur. Le président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, face à la propagation de la vidéo, alerte le maire de Conflans-Sainte-Honorine. L'édile aurait répondu que les dispositions nécessaires avaient été prises. 4 jours plus tard, le 12 octobre, Brahim Chnina publie une 2e vidéo intitulée « L'islam et le prophète insultés dans un collège » sur les réseaux sociaux. Il y raconte sa version des faits avec sa fille et Abdelhakim Sifrioui réclame à nouveau le renvoi de l'enseignant. Dans le même temps, Samuel Paty dépose également plainte au commissariat pour diffamation publique. Il est accompagné de la directrice du collège. Il conteste également avoir fait sortir les élèves musulmans de sa classe comme certains l'ont vraisemblablement raconté. Une note des agents du renseignement territorial indique que la communication entre la direction du collège et la famille a permis finalement d'apaiser les tensions. 4 jours plus tard, le 16 octobre, Samuel Paty est décapité par Abdullah Anzorov. Et sans surprise, après cet assassinat tragique, la République des hommages s'est remise en ordre de bataille. Une stratégie pour tenter de faire l'impasse sur les responsabilités politiques d'un tel drame. Une manifestation et des ballons. L'hommage à Samuel Paty, organisé en toute hâte en pleine crise sanitaire, avait tout de la marche blanche de janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Encore une fois, pour le temps d'un dimanche après-midi, la place de la République se sera prêtée au jeu des dirigeants politiques. L'heure était donc au rassemblement face à la haine que certains auront à demi-mot qualifiée d'islamiste. Jean Castex, le Premier ministre, a fait le déplacement avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Également dans le cortège dominical, des cadres de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain ou Daniel Obono.
Des personnalités dont la présence n'a pas manqué de faire réagir, et pour cause. Nombre de ces personnalités insoumises avaient également participé à la manifestation prétendument contre l'islamophobie le 10 novembre 2019. Une manifestation à laquelle participaient activement le CCIF et certaines personnalités aux accointances nettes avec les salafistes. Un beau grand écart pour ces élus rouges au relent indigéniste. Mais un grand écart qui concernait également une grande partie des dirigeants politiques présents à cet hommage. En effet, la décapitation de Samuel Paty est une nouvelle occasion de montrer au grand jour les ravages des décisions politiques migratoires depuis des décennies. Abdullah Hanzarov, le terroriste de 18 ans qui a décapité Samuel Paty, était en effet un réfugié tchétchène. Arrivé en France en 2007, après avoir quitté la Russie, la famille avait vu son dossier d'asile refusé par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, peu connu pour la sévérité de ses décisions. C'était toutefois sans compter sur la Cour nationale du droit d'asile. L'institution a en effet cassé la décision de l'OFPRA et voilà toute la petite famille considérée comme réfugiée. Le rapport de l'audience stipule d'ailleurs très clairement que la famille Hanzarov a quitté la Russie après avoir aidé des combattants tchétchènes, peu connus pour leur compatibilité avec les valeurs de la République. Alexandre Orlov, l'ancien ambassadeur de Russie en France, a d'ailleurs déclaré après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine avoir toujours été surpris par la facilité avec laquelle les autorités françaises accordaient l'asile aux Tchétchènes. Selon lui, il suffisait presque à ses ressortissants d'évoquer leur lieu de départ et la France les accueillait. Une attitude visant sans doute à signifier une défiance à l'égard de Vladimir Poutine. Sans s'avancer, on peut facilement imaginer que le président russe doit être surtout affligé. En effet, les dirigeants français successifs n'ont de cesse de vouloir matraquer l'opinion publique avec la laïcité, la République, la liberté d'expression, surtout quand elle fait la part belle au blasphème, le tout en important massivement par sa politique migratoire hors de contrôle des ressortissants étrangers de confession musulmane. En d'autres termes, imaginez tout simplement organiser une bonne fondue bourguignonne avec des militants véganes et vous aurez une belle idée de la France de 2020. Marine Le Pen n'a pour sa part pas participé à la marche du « plus jamais ça jusqu'à la prochaine fois ». En effet, la présidente du Rassemblement national a préféré se rendre au collège de Conflans-Sainte-Honorine ce lundi matin avant de donner une conférence de presse. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vendredi, un professeur d'un collège de France a été assassiné de manière atroce, ajoutant son nom et son visage à la longue et éprouvante liste des suppliciés et martyrs français de l'islamisme. Cette idéologie criminelle qui tue désormais de manière régulière dans notre pays. Cette épouvantable tragédie pour une famille à laquelle je veux témoigner mon affectueuse compassion l'est aussi pour tout un corps de serviteurs de l'État, les enseignants, directement visés par cet abject assassinat. La restauration de l'État, l'islamisme est une idéologie belliqueuse dont le moyen de conquête est le terrorisme. Puisque le terrorisme est un acte de guerre, il exige une législation de guerre. Cette législation d'exception sera conforme à l'état de droit. Elle sera dirigée contre les terroristes, n'affectera aucunement les libertés publiques des citoyens, mais au contraire, les garantira. Une législation de guerre uniquement dirigée sur les islamistes, une précision nécessaire puisque jusqu'alors, chaque nouveau texte visant à empêcher le terrorisme signe un nouvel accroc dans la liberté de tous les citoyens. Là encore, l'assassinat de Samuel Paty fait hurler les commentateurs immigrationnistes en faveur d'un encadrement des réseaux sociaux où se sont diffusés les appels contre le professeur. Une forme de réhabilitation de la loi Avia sous prétexte de danger terroriste qui, comme on le sait, frappe toujours à côté. Du côté du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin voit encore son occasion de revêtir un peu plus les habits de son mentor Sarkozy. Ainsi, à l'issue du Conseil de défense, le premier flic de France a réclamé l'expulsion de 231 étrangers radicalisés, dont on ne sait toujours pas bien ce qui justifiait leur présence sur le sol français. Ces individus ne sont pas forcément en lien avec l'assassinat du professeur, mais leur expulsion serait un message envoyé à la mouvance islamiste. Darmanin demande également la dissolution de plusieurs associations considérées comme, je cite, séparatistes, parmi elles le fameux CCIF qui aurait contribué à la diffusion d'une fatwa contre Samuel Paty. Une gesticulation de crise qui a toutes les chances de finir en pétard mouillé comme toujours, à plus forte raison qu'aucun dirigeant au pouvoir n'évoque la principale source de séparatisme en France, l'immigration incontrôlée depuis des lustres. Des indicateurs au rouge, un couvre-feu qui agace et des tests qui fonctionnent pas toujours. L'actualité du coronavirus donne une nouvelle fois son lot d'angoisse et d'incompétence. Le point avec Olivier Frère-Jacques.
Plus de 40 millions de cas dans le monde pour 27 millions de guérisons et un peu plus d'1,1 million décès officiels depuis le début de la crise sanitaire. En France, selon les autorités, les indicateurs seraient au rouge. Au 18 octobre, on parle de près de 30 000 nouveaux cas positifs recensés en 24 heures pour seulement 85 décès. La mise à jour de la carte des départements en alerte fait état d'une progression des cas. En France, les derniers chiffres feraient état d'un peu plus de 1900 personnes en réanimation. Plus de cas, cela s'explique aussi par plus de tests. En effet, certains pays réclament un test PCR négatif pour recevoir des vacanciers. Avec les vacances de la Toussaint, le nombre de personnes ayant eu recours aux tests pour des raisons administratives a donc explosé. Les dépistages ne sont d'ailleurs pas sans poser de nombreuses interrogations. Ainsi, ces tests PCR par voie nasale, considérés comme les plus fiables, présenteraient possiblement une proportion de 30% de faux positifs. Les chiffres présentés quotidiennement pourraient donc facilement être amplifiés d'un tiers. Une proportion assez inquiétante et qui pourrait même être pire. Ainsi, vendredi matin, le club de football professionnel de Montpellier annonçait 12 cas positifs dans ses rangs contre finalement 2 en fin d'après-midi. Des erreurs qui pourraient donc être massives, installant toujours plus un climat anxiogène et justifiant des restrictions toujours plus importantes pour les Français. Et pourtant, les réactions contre ces mesures restrictives demeurent assez marginales ou tout au moins embryonnaires. Ainsi, dimanche soir à Marseille, Grenoble et Paris notamment, des manifestants anti-couvre-feu ont défilé, bravant l'interdiction nouvelle de sortir dans les rues après 21h. Une interdiction présentée par le président de la République, dont la durée de 4 semaines devrait être étendue à 6. Ailleurs, en Europe, des mesures sont prises, comme en Suisse, où les masques seront obligatoires, mais dans les lieux publics fermés seulement. Les autorités fédérales ont déploré un doublement des infections en une semaine, mais ne semblent pas affolées pour autant. La Pologne a quant à elle fermé ses écoles et interdit les rassemblements comme les mariages. En Italie, le Premier ministre Conte a annoncé de nouvelles restrictions pour les bars et restaurants, ainsi que l'interdiction des fêtes et foires locales, mais aussi des sports collectifs amateurs. En outre, il appelle de ses vœux l'extension du télétravail. Nos voisins belges, eux, ferment cafés et restaurants pour 1 mois et un couvre-feu est décrété entre minuit et 5 heures du matin. Donald Trump lâche les chevaux. Freiné dans sa course par le Covid-19, le président américain a multiplié les déplacements ce week-end et ses attaques contre le camp démocrate sont de plus en plus virulentes. À 2 semaines de l'élection, tous les coups sont permis. Thibaut Bastide. 2 semaines pour faire la différence. À 15 jours d'une élection présidentielle plus indécise que jamais, Donald Trump s'est lancé dans un véritable marathon. Éloigné du terrain électoral à cause de sa contamination au Covid-19, le locataire de la Maison-Blanche est reparti sur les chapeaux de roue. Donné à la traîne dans les sondages d'opinion, pas toujours très fiable, le président sortant a multiplié les déplacements et les attaques contre son adversaire démocrate, Joe Biden. Vendredi, c'est donc en Floride et en Géorgie que Donald Trump s'est rendu, 2 États que le candidat républicain peut difficilement se permettre de perdre. Optant pour une attitude de plus en plus féroce, le président états-unien a jeté toutes ses forces dans la bataille, annonçant une vague rouge, la couleur des républicains aux États-Unis, d'une ampleur jamais vue. Pour combler ses partisans du Sunshine State, État qu'il avait remporté en 2016, Donald Trump a sans surprise lancé ses piques contre son adversaire qu'il a qualifié de désastre pour le pays et de politicien corrompu. Face à une foule enthousiaste, les mots du président ont semble-t-il fait mouche. Même attitude conquérante quelques heures plus tard dans l'état voisin de Géorgie. Et la campagne de terrain effrénée du président sortant s'est poursuivie le lendemain, samedi, mais cette fois-ci dans le nord du pays. Direction donc le Michigan et le Wisconsin pour Donald Trump. Devant une foule rassemblée, il a cette fois-ci qualifié son adversaire de criminel et affirmé que les démocrates étaient des anti-américains. Une attaque à destination du gouverneur démocrate de l'État, Gretchen Whitmer, devenue une des principales cibles du président sortant. Mais pas le temps de s'attarder pour Donald Trump qui a ensuite pris la direction du Nevada à près de 3000 km du Michigan. Arrivé à Las Vegas, le républicain a laissé de côté les casinos pour se mêler à des centaines de fidèles dimanche dans une église évangélique de la ville où il a déposé plusieurs billets de $20 dans la corbeille de dons. Un excellent coup de communication pour Donald Trump alors que les évangélistes ont massivement voté pour lui il y a 4 ans. À 15 jours de l'échéance présidentielle, Donald Trump ne compte plus perdre de temps et la stratégie est clairement établie. Viser les États clés, s'en prendre sans relâche au candidat démocrate pour consolider sa base électorale. Car Donald Trump le sait, c'est en consolidant sa base qu'il l'emportera, certainement pas en cherchant de nouveaux électeurs. Alors qu'il peut compter sur le soutien indéfectible des bastions républicains du Midwest et du sud des États-Unis, charge
charge à lui de faire la différence dans l'Arizona, la Pennsylvanie et en Caroline du Nord. 3 États prévus à l'agenda présidentiel cette semaine avant le dernier face-à-face avec Joe Biden le 22 octobre à Nashville, dans le Tennessee. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Accalmie précaire dans le Haut-Karabagh, le cessez-le-feu signé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan aurait été violé seulement quelques heures après son entrée en vigueur dimanche. Erevan et Bakou s'accusent mutuellement d'avoir contrevenu à l'accord passé, 3 semaines après la reprise des combats dans la République d'Artsakh et alors que des centaines de personnes ont été tuées dans les 2 camps. Ce regain de tension contribue à une déstabilisation régionale qui n'arrange pas plus les Russes que les Turcs ou les Iraniens. Le candidat d'Ankara l'emporte à Chypre Nord. Ersin Tatre arrive en tête du scrutin présidentiel dans ce territoire reconnu uniquement par la Turquie. Son adversaire Mustafa Akinci, partisan de la réunification de l'île, a donc perdu en dépit d'un potentiel report des voix qui devait lui profiter. Une victoire pour Ankara dans un contexte de tension en Méditerranée, notamment autour de la question des hydrocarbures. Les partisans du président élu ont célébré leur victoire en brandissant des drapeaux turcs, laissant peu de place à l'imagination s'agissant de leur allégeance politique. La gauche bolivienne remporte l'élection présidentielle. C'est dès le premier tour que Luis Arce a été élu avec plus de 52% des voix. Il appartient au même parti que l'ancien président Evo Morales qui gouverna de 2006 à 2019. Cet ancien ministre de l'économie s'est rendu célèbre par ses réformes. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como movimiento al socialismo. Une victoire saluée par son prédécesseur exilé au Brésil. Que el movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tendrá la mayoría en las 2 cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recuperamos la patria, recuperaremos la estabilidad y el progreso, recuperaremos la paz. Extinction Rébellion s'attaque aux particuliers. À Bordeaux, les militants d'extrême gauche ont dégonflé les pneus de 220 SUV pour dénoncer l'impact écologique de ces véhicules jugés extrêmement polluants. À chaque fois, un pneu a été visé par véhicule et des tracts ont été déposés sur le pare-brise des véhicules visés, expliquant les motivations de l'action. Certains des véhicules ont aussi vu des slogans être écrits à la craie sur leur pare-brise, SUV pollueur ou SUV désarmé. Suite à ces actes de vandalisme, de nombreuses plaintes ont été déposées. Retour du roi au château de Versailles. Samedi, un individu s'est introduit dans le château de Versailles en escaladant les grilles et en brisant une vitre. Vêtu d'un drap, il s'est pris pour le roi. La police, alertée par le chauffeur de taxi qui a pris en charge le nostalgique de la monarchie, l'a interpellé et placé en garde à vue. Le porte-parole du château de Versailles a précisé qu'aucun dégât matériel au niveau des collections ou du mobilier n'a été observé. Auchan quitte l'empire du milieu. Ce lundi, le groupe français a annoncé la cession de sa filiale chinoise Sun Art au géant du e-commerce Alibaba pour 3 milliards d'euros. Auchan tire donc un trait sur le marché chinois, jugé inspirant mais très spécifique. Par cette opération et son retrait de Chine, Auchan Retail souhaite réaffirmer sa volonté d'accélérer le déploiement de son projet d'entreprise Auchan 2022 sur ses implantations actuelles. Les 3 milliards d'euros devraient également permettre au groupe de se désendetter. Présent dans 14 pays, Auchan Retail compte 2293 points de vente et emploie près de 330 000 collaborateurs. 2 églises incendiées au Chili. Dimanche, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place centrale de Santiago pour marquer le premier anniversaire des manifestations massives de l'année dernière. Dans la soirée, les rassemblements ont dégénéré en émeutes et pillages de supermarchés ainsi qu'en affrontements avec les forces de l'ordre. 300 individus masqués ont attaqué un commissariat tandis que la paroisse de Asunción a été prise pour cible et incendiée pour la seconde fois en 1 an. Une autre église située à proximité a également été incendiée.
Fracture de la main pour Julien Alaphilippe. Lors du Tour des Flandres, le champion du monde de cyclisme a percuté une moto à 35 km de l'arrivée. Alors qu'il se trouvait dans le groupe de chasse, le Français a voulu parler avec son directeur sportif mais a heurté le deux roues du jury qui a freiné juste devant lui. Le Français n'a pas pu terminer la course et souffre de 2 fractures au métacarpe 2 et 4 de la main droite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez notre Zoom du jour. Patrick Jardin est un père meurtri. Le 13 novembre 2015, sa fille Nathalie est sauvagement assassinée par les terroristes du Bataclan. À la veille de l'ouverture du procès, il témoigne sur TV Liberté. Pour pardonner, il faudrait que les faits qui ont été commis soient pardonnables, et j'estime que c'est impardonnable ce qui a été commis. Et en plus de ça, pour pardonner, il faut déjà qu'on vous demande pardon, ce qui n'a jamais été le cas. Alors oui, j'ai la haine des djihadistes qui ont commis cet horrible massacre, mais j'ai également la haine de tous les politiques qui ont permis que ce massacre puisse exister sur notre sol. Quand je parle des politiques, ce ne sont pas uniquement les politiques qui étaient en place à cette époque-là, ce sont les politiques qui étaient en place depuis 50 ans et qui n'ont rien vu venir. En fait, depuis le traité de Barcelone qu'ils ont signé en 73, eh ben, ils n'ont cessé que de copinage avec le monde islamique. Retrouvez également dès à présent un nouveau numéro de Politique Éco. Jean-Louis Buttré, le président de la Fédération Environnement Durable, argumente son combat contre les éoliennes. Tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Biellockner. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition. Bonsoir. Récemment, la placide ville de Champigny-sur-Marne, à quelques encablures de Paris, a donc été la victime d'une attaque d'une rare violence contre son commissariat à coups de barres de fer et de mortier. La chose n'est pas si rare que cela, mais n'est pas toujours relayée par le pouvoir en place et par les médias. Il ne faut jamais faire le jeu de l'extrême droite, jamais, jamais, jamais. Attaquer un commissariat n'est pas un acte anodin, ce n'est pas comme brûler une poubelle ou braquer une supérette. Un commissariat est un symbole de l'État et de l'autorité publique. Le détruire s'apparente tout simplement à un acte de guerre. Nous sommes en guerre, nous avait dit en son temps Macronor Terminator, sachant que sa guerre à lui, c'est la guerre contre le virus invisible. Sacré Macronor, va! Regardons les choses en face. Nous en sommes désormais au stade de la pré-guerre civile, mais manifestement, nos 3 apprentis mousquetaires, Macron, Moretti, Darmanin, n'ont pas l'air au courant. Leur réaction a été à la hauteur de nos attentes, totalement nulle. Darmanin, du haut de la place Beauvau, a frénétiquement agité le menton tel un Mussolini en culotte courte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons interdire la vente au grand public des feux d'artifice tels que ceux qui ont été utilisés lors de l'attaque de Champigny. Pourquoi ? Parce que ce sont, je le cite, des armes par destination. Darmanin, mon grand garçon, tu aurais dû expliquer aux abrutis que nous sommes ce qu'est une arme par destination. Je me suis renseigné. Ainsi donc, une arme par destination est un objet qui n'est pas une arme, mais dont l'on se sert comme arme pour tuer ou blesser. Essayons de lister les armes par destination qu'il faut interdire. Le matériel de feu d'artifice utilisé à Champigny, nous sommes d'accord, il est dangereux de recevoir une fusée dans son trou de narine gauche. Le frigidaire jeté du haut du toit sur la police et qui risque évidemment de tuer, nous sommes d'accord, c'est une arme par destination. Le couteau qui sert à couper le saucisson et qui permet d'égorger tranquillement son voisin, il s'agit bien d'une arme par destination. Le hachoir utilisé par un islamiste pour hacher menu les journalistes de Charlie Hebdo, même chose. Le fer à repasser négligemment jeté par la fenêtre et qui atterrit sur la tête d'un policier en le blessant grièvement,
Idem. J'ai recensé 304 millions d'armes par destination qu'il faudrait interdire, mais je vous en épargne la lecture. En clair comme en sombre, tout objet peut devenir une arme par destination, mais Darmanin ne peut pas les interdire tous, sauf à décider la fermeture de Darty, de But, de Conforama et consorts. Autant d'espaces dangereux qu'il faut supprimer d'Ardard, car il s'agit de gigantesques armureries d'armes par destination. En réalité, les choses sont beaucoup plus simples que cela. Il suffit que Darmanin ait un peu de courage et qu'il s'occupe simplement de faire régner l'ordre par tous les moyens. Il ne le fera pas, mais continuera de s'agiter à la mode Sarkozy. Je cause, et c'est tout. La triste attaque de Champigny est loin d'être la première du genre et très très loin d'être la dernière. Sur ces bien tristes considérations, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.